élément qui nous amène à une vision pyramidale. Au milieu, on place toujours notre motif de consultation, notre zone de rétention. Et il faut rajouter le pôle énergétique. Le pôle énergétique. Donc moi, chaque fois que j'ai un patient qui arrive, quel que soit son âge, je mets mon patient au milieu du triangle, au milieu de la pyramide, pardon, et je cherche ce qui, dans l'histoire de ce patient, va venir au niveau physique, au niveau chimique, au niveau émotionnel et au niveau énergétique. Et je vais travailler à partir de ces éléments-là. Ça va me donner en quelque sorte, voilà, si j'ai quelqu'un qui arrive qui est complètement tendu, qui est complètement verrouillé, je ne vais pas commencer à le manipuler. Je vais d'abord discuter avec lui, l'aborder par l'aspect émotionnel des choses, pour ensuite après mettre les mains dessus, ce que nous envie tous les psys. Eux, ils ne touchent pas leurs patients. Ils ont d'autres outils, hein, attention, hein, tout le langage tonico-émotionnel qui est très puissant. Mais nous, on a une réponse qui est sur notre détecteur de mensonges, c'est celui-là. Seuls les tissus savent, disait Orline Becker. Donc je pourrais après passer par le physique, donner une information chimique et donner éventuellement une information énergétique. Et hier, on a parlé de l'autisme. Donc si on met l'autisme dans ce schéma-là, voilà à quoi ça ressemble à un enfant autistique. Je dessine très très bien. Ça, c'est le corps physique de la structure. Quand vous êtes en bonne santé, c'est comme les matrioshkas. Matrioshkas, c'est les poupées russes qu'on emboîte les unes dans les autres. Quand vous êtes en bonne santé, vous avez votre corps énergétique. On va le dessiner simplement comme ça. Hein. Qui est là? Alors, vous pouvez vous référer, la première qu'on a parlé, c'est Janine Fontaine, qui médecine des trois corps. Vous avez Luc, c'est Luc Baudin, je crois, qui s'appelle, qui vient de sortir les ouvrages là-dessus, qui reprend un peu ce principe. Et moi, les autistes que j'ai vus, pardon. Les autistes que j'ai vus, donc vous avez le corps physique, et par exemple le corps énergétique. Il est là. C'est-à-dire qu'il y a un énorme décalage du corps énergétique. Il n'y a pas, le jour où le corps énergétique est détaché du corps, c'est la mort. Hein, donc il est toujours attaché. Mais le corps énergétique n'est absolument plus calé sur le corps physique. C'est pour ça qu'ils sont inabordables physiquement, au niveau du contact physique. C'est comme s'ils avaient la peau à vif, la chair à vif. Vous ne pouvez pas mettre les mains dessus. En ostéopathie, pour approcher un enfant autiste, nous, on arrive, le premier contact, on est à 10 mètres de l'enfant. Hein. On va chercher où est le corps énergétique. Et on va prendre appui là-dessus. À partir de ce moment-là, l'enfant, lui, va avoir confiance, va prendre confiance, comme le petit prince et le renard, il faut s'apprivoiser, et progressivement, on va pouvoir approcher. Et progressivement, aller chercher. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a ce décalage? Eh bien, vous mettez ça au milieu du triangle. Et vous allez chercher au niveau physique, au niveau émotionnel, l'énergétique, vous avez la réponse, et au niveau chimique. Et une des réponses au niveau chimique, bien sûr, c'est ce qui a été présenté hier, entre autres les vaccins, le déséquilibre métabolique au niveau intestinal, etc. etc. Donc c'est bien qu'il faut intervenir là-dessus. Mais si vous voulez aborder cet enfant, comprenez aussi qu'il est décalé comme ça, et qu'il va falloir les aborder de manière bien spécifique, mais qui est propre à chacun de ces enfants. Comme l'a bien expliqué hier Françoise Gatou, il n'y a pas un autisme. Alors, les DSM-5 ont défini 3 maintenant, si j'ai bien suivi. Ça, c'est leur problème au niveau de leur classification. Mais vous, en tant que parents, ou connaissant des gens, ou même voir pour les thérapeutes dans la salle, c'est de comprendre ce qui se passe là, à ce niveau-là. Et de pouvoir l'aborder de cette manière bien spécifique. D'accord? Et à ce moment-là, vous pouvez établir un contact et puis progresser après dans ce travail-là. Ça marche? On va avancer parce que... Donc l'intoxication, c'est une substance chimique qui est pour le corps de l'énergie potentielle. Cette énergie, c'est de la force en action, c'est de l'information en mouvement. L'énergie, c'est ça. La définition de l'énergie, c'est force en action, information en mouvement. Elle peut être potentielle ou manifestée. Elle peut être la potentielle, mais sans s'exprimer, ou elle peut s'exprimer. Elle se manifeste, ça c'est de la physique toute simple, par son flux, c'est les ondes, hein, vous connaissez, et son cycle. À chaque sommet, ça donne un cycle. Alors, il y a des ondes qui sont très rapprochées,
Il y a des ondes qui sont plus longues, en fonction de cette énergie. D'accord ? Si le corps ne peut intégrer les flux libérés, il va les bloquer. D'accord ? Ça, c'est de l'énergie en action qui, d'un seul coup, a été bloquée, parce que le corps ne peut pas l'intégrer, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, je vais avoir un gros nez rouge. C'est de l'énergie qui est arrivée dans le nez, le corps ne peut pas l'intégrer, il bloque tout. Heureusement qu'il fait ça. Sinon, chaque fois que vous avez un traumatisme, chaque fois que vous tombez, vous casseriez quelque chose. Donc juste avant, le corps va bloquer. Le jour où il ne peut pas bloquer, ça dépasse les capacités d'absorption du corps. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça casse. Ok ? Quand c'est bloqué, vous imaginez au niveau du corps, vous recevez un choc, ça vient bloquer, parce que le corps a une capacité d'absorption. Mais cette énergie, elle reste bloquée dans le corps. Donc soit le corps arrive progressivement à diluer tout ça, et ça disparaît en quelques jours, en quelques semaines, soit il n'y arrive pas, ça fait une zone de blocage, et bien je vais adapter le reste du corps. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec l'autobus que je prends dans le thorax. D'accord ? Mais dans ce qui est bloqué là-dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, il y a le traumatisme physique, si c'est un choc par exemple, mais il y a de l'émotionnel. Quel était mon état d'esprit au moment de ce choc ? Mais ça peut être aussi du chimique. Quand je reçois un impact vaccinal, alors la plupart des pitchounets, ben, le premier vaccin c'est à 2 mois, dans quel état d'esprit est cet enfant ? Moi je conseille toujours aux parents qui vont faire vacciner leur enfant, d'accord ? C'est-à-dire, ok, acceptez d'aller le faire vacciner, à condition que votre enfant, 1, ne soit pas malade, 2, ne soit pas dans une situation de stress, quelle qu'elle soit. La situation de stress, elle n'est pas chez l'enfant, hein. Elle est dans l'environnement. S'il n'y a pas de stress à ce moment-là, ok, vous pouvez aller vacciner, l'enfant sera à même de mieux pouvoir gérer ce vaccin, cette agression chimique. D'accord ? Ça, c'est très important. Donc, il y a souvent des rendez-vous qui sont décalés chez le pédiatre pour... Non, là, actuellement, l'enfant, il n'est pas en capacité de pouvoir gérer ce vaccin. Donc, les vaccins, c'est quoi ? Bah, théoriquement, au départ, c'est obtenir dans le sang un taux élevé d'anticorps dirigé contre l'agent infectieux injecté. D'accord ? Plus ce taux est élevé, plus le vaccin est considéré comme immunogène. D'où, pour forcer l'organisme à produire des anticorps, l'utilisation d'adjuvants. Donc, quels sont-ils ? Quels sont leurs effets ? Vous êtes tous chez Alice, hein, apparemment. Donc, moi, je suis aussi formateur en ostéopathie. Donc, je forme les ostéopathes diplômés à travailler sur les bébés. Donc, il y a 3 niveaux. Et lors du 2e niveau, donc on remet des polis de stage. Lors du 2e niveau, le 2e poli, c'est tous les éléments que j'ai pris sur Alice. Puisque c'est marqué en gros, vous pouvez diffuser. Donc j'ai repris toute l'étude de Jean-Marc Villette sur la composition des vaccins. Vous connaissez tous. Vous l'avez tous lu. Comment non ? Qui a dit non ? Oh ! C'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait très peur. Donc, voilà, donc c'est mis dans le poli, c'est distribué. Donc, actuellement, depuis 10 ans que je fais ces formations-là, je n'ai plus les chiffres en tête, mais donc il doit y avoir à peu près 500 ostéopathes qui ont reçu cette information-là au niveau 2. Et bien sûr, on parle d'Alice. Parce que la grande question de plus en plus des parents, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les vaccins ? Donc nous, on ne prend pas position, enfin je dis nous, ma collègue et moi en tant que formateurs, même si on a notre position, on ne prend pas position, surtout par rapport aux parents. On renvoie régulièrement sur les sites, entre autres Alice et puis LNPLV, mais surtout Alice, et puis ils ont le document en tant que tel. Voilà. Donc le problème, c'est, sur la théorie, c'est intéressant. Sur la pratique, c'est autre chose. Alors, le vaccin, enfin la souche atténuée, alors on pourrait discuter des heures sur comment on atténue cette souche, avec quel type de produit, et puis évidemment tous les adjuvants. Donc, quand vous lisez l'étude du docteur Villette, on l'avait fait venir à Lille au sein de l'association des ostéopathes du Nord il y a quelques années, nous avait présenté son travail,
Ça fait encore plus peur quand il en parlait que quand on le lisait. Mais en même temps, c'était la réalité. Hein. Donc évidemment, le fameux hydroxyde d'aluminium, qui de toute façon n'est pas fait pour être dans le corps, parce que le corps ne sait pas l'éliminer. Donc après, il va se loger dans les tissus musculaires, dans les tissus nerveux, etc. Donc, potentiel agent agressant de différentes pathologies, diverses et variées, que vous connaissez tous, malheureusement. Donc voilà. Il y a aussi un tas de trucs là qu'on trouve. Alors quand vous discutez avec les gens dans les laboratoires de oui mais pourquoi vous n'utilisez pas comme avant, par exemple le colloïde d'argent ou trucs comme ça qui sont absolument pas toxiques. Ce que faisait Pasteur à une époque, hein, je crois que c'était pour le DTP ou pour le BCG, Les associations de laboratoires font qu'ils ont été rachetés par Mérieux, et comme Mérieux était majoritaire à 51% et qu'ils avaient une chaîne de fabrication avec l'hydroxyde d'aluminium, bon, on est passé l'hydroxyde d'aluminium. Malgré les appels, un gars qui est passé sur Arte il n'y a pas longtemps, un biologiste qui avait mis en garde contre l'utilisation de l'hydroxyde d'aluminium. Mais bon, les intérêts ne sont pas les mêmes partout. Donc l'aluminium, qui est utilisé dans tous les vaccins sous la forme d'hydroxyde pour stimuler la réponse du système immunitaire. Et le problème, ok, ça peut marcher, tout est relatif, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait de cet aluminium? C'est comme le fait, et je suis le premier, parce que j'ai une voiture hybride, c'est bien d'acheter une voiture hybride sur un plan écologique, mais quand la batterie sera en fin de course, qu'est-ce qu'on fait avec cette batterie? Parce que pour l'instant, on ne sait pas les recycler. Non. On va prier pour que très rapidement ils trouvent une solution. Comme ça, écologiquement, on ne sera pas embêté. Mais oui, c'est toujours pareil. On veut faire un geste d'un côté, et est-ce que jusqu'au bout, ce geste est vraiment écologique? C'est pas pour autant qu'il faut rouler forcément que à l'essence. Ok? Donc il faut savoir que la grossesse constitue un état de grande réceptivité aux effets toxiques de l'aluminium, non seulement pour la mère, mais aussi pour le fœtus. Et j'ai eu malheureusement le cas, j'ai pas la photo ici, fallait pas sur l'ordinateur, d'une maman, jeune maman, enceinte de 3 mois, et elle va voir son médecin habituel, qui se rend compte qu'elle n'est absolument pas vaccinée contre la rubéole, et décide de la vacciner contre la rubéole. Elle insiste en disant et je suis enceinte et tout, il n'y a pas de problème, etc. Donc elle mène la grossesse à terme. On ne voit rien spécialement à l'échographie quand l'enfant naît. Elle n'a pas du tout. Les globes oculaires n'ont pas été formés, ça aurait été un cours de formation. Enfin bon, énormément handicapée. Et pourtant une enfant qui a un cerveau complètement fonctionnel, qui a une capacité de réceptivité extraordinaire. Il y a quelques années, la maman est partie après dans une histoire de procès, a tenté de partir dans l'histoire de procès, bien évidemment, elle a rencontré un mur parce qu'on lui a fait comprendre que ça n'avait rien à voir. Et qu'évidemment, le médecin, lui, ne risquait rien. Mais cet aluminium, vous allez aussi le trouver dans le commerce, dans les aliments pour bébés, dans les petits pots. Dans le lait. Vous le trouvez dans le lait, si vous prenez votre loup, parce que là, il faut voir un microscope pour regarder la composition des laits immaternisés. Vous trouvez des traces d'aluminium quand c'est indiqué. D'accord. Les troubles de RGO sont traités par des médicaments anti-acides qui contiennent de l'aluminium. D'accord. Donc voilà, vous en avez partout. Donc, voilà à peu près quantité d'aluminium en microgrammes par litre de sérum et ce que ça peut signifier. Alors c'est toujours pareil. Quand on donne des valeurs, sur quoi se base-t-on pour dire ça, cette valeur c'est normal, au-dessus c'est pathologique, en dessous c'est bien. Sur quoi s'est basée la faculté de médecine pour donner cette valeur de référence. En fonction des saisons, les valeurs changent. Je parlais de la maladie de Lyme tout à l'heure. Je vous signale qu'en France, on déclare officiellement, jusqu'à aujourd'hui, c'est en train de changer, on déclare officiellement 5000 cas de maladie de Lyme